C'est bon. Donc, bonjour, comme vient le dire Rachel, je suis donc maître Georges-David Benayoun, avocat spécialisé en fiscalité et qui intervient sur toutes les problématiques liées à l'expatriation fiscale et notamment concernant Israël, puisqu'on a quasiment des consultations toutes les semaines et très fréquemment, on assiste des personnes dans le cas de départ de France. Donc, lorsqu'on a réfléchi avec Rachel sur la thématique, j'ai souhaité qu'on rentre un peu aujourd'hui sur des sujets très pratiques parce que moi, j'ai un certain nombre de questions qui me sont posées par des personnes et on voit qu'il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent. Donc, je voulais mettre un peu en exergue ces sujets-là qui vont aussi vous montrer la particularité de la convention fiscale entre la France et Israël, la particularité de l'ALIA et les risques, parce que il faut bien comprendre une chose, et ça doit être quand même le leitmotiv des personnes qui font leur ALIA. Alors, les personnes qui font leur ALIA ou les personnes qui vont vivre en Israël en faisant l'ALIA sans prévenir la France, c'est que pendant 10 ans, le vrai sujet, il est vraiment franco-français. On peut avoir quitté la France depuis 2, 3, 5 ans, et pour autant que la France vous explique maintenant que vous êtes résident fiscaux français. J'ai moi-même le cas dans des procédures contre l'administration fiscale et concernant des personnes qui sont domiciliées aujourd'hui en Israël, cette problématique. Donc voilà, ne pensez pas qu'une fois que vous êtes parti de France, on va vous oublier. La France et le fisc français a de plus en plus de moyens et peut pouvoir répondre à toutes les problématiques et fait de l'analyse fiscale. Et vous allez voir que l'analyse fiscale, c'est pas obligatoirement rationnel pour celui qui n'est pas fiscaliste. Donc, les deux premières questions qu'on me pose souvent, alors la deuxième, c'est un peu la conséquence, c'est est-ce que je dois avertir l'administration fiscale française de mon départ de France? Alors, en vérité, ce qu'il y a de sous-jacent derrière… Ah, oui. Attends. Excusez-moi parce que j'ai un petit souci enfant. J'ai mis le micro de Georges un instant en pause pour qu'il puisse parler avec son fils. Georges, tu dois activer le micro. Excusez-moi, c'est le Oui, problème, c'est bon. c'est que ça intervient à n'importe quel moment. Bon, ça prouve aussi qu'on est en direct. Donc, ce que je voulais dire que derrière cette phrase en sous-jacent, ça recouvre quand même des cas très particuliers. Des cas, moi j'ai souvent le cas de personnes qui viennent et qui me disent, voilà, je suis en Israël depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai pas prévenu l'administration fiscale française. Alors, quand je dis 2, 3 ans, des fois, c'est beaucoup plus loin. Et puis, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent, mais est-ce que j'ai intérêt à prévenir l'administration fiscale française que je pars, que je vais vivre en Israël? Et ça, c'est un vrai sujet parce que bien souvent, alors selon que vous soyez retraité, que vous ayez des revenus fonciers, que vous soyez en activité, on va voir que l'ALIA n'est pas obligatoirement fiscalement intéressante. Et donc, les personnes s'étant un peu renseignées me disent, bon, mais si ce n'est pas intéressant fiscalement pour moi, je dis que je suis encore résident fiscal français. Alors, d'abord, moi, la première présentation que je fais, c'est qu'il faut avoir une réalité fiscale qui colle avec la réalité du terrain. C'est-à-dire que si vous vivez en Israël et que vous remplissez les conditions de la résidence fiscale, il faut déclarer à la France que vous êtes parti inversement. Parce que vous allez voir, c'est au travers de ces sujets-là qu'on a des problèmes et des problèmes, je vais vous dire, même le fiscaliste, des fois, n'a pas conscience des incidences qui existent et ce qui va fonctionner après à l'avenir. Donc, vraiment faire attention à cet aspect-là. Alors, la résidence fiscale, c'est quoi? Je vous ai volontairement reproduit l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et Israël. Ça tourne autour de 3 notions principales. Le foyer d'habitation,
Alors, le foyer d'habitation, c'est une notion un peu large où on va voir si vous avez des enfants, est-ce qu'ils sont encore avec vous? Si vous êtes retraité, bah, ce sera uniquement le couple, le foyer fiscal. Maintenant, le foyer d'habitation, c'est un lieu d'habitation où vous pouvez y vivre. Donc, vous pouvez avoir vendu votre résidence principale à Paris, Marseille, Lyon ou Toulouse, mais avoir conservé votre résidence secondaire sur la Côte d'Azur, vous aurez, à mes yeux, un foyer d'habitation en France. Et c'est là la difficulté, c'est que derrière ces 3 critères que je vais vous détailler, il y a des notions différentes. Vous ne lirez jamais de la même manière qu'un fiscaliste lit cette notion. Quand vous voyez le foyer d'habitation, vous vous dites bah, c'est le lieu où je vis. Mais non, c'est le lieu où potentiellement vous pouvez vivre. Après, le deuxième élément, c'est le séjour de façon habituelle. Alors, c'est notamment la durée du séjour. J'ai quasiment 100% de mes clients qui me demandent, qui me disent bah, super, si je suis à 181 jours hors de France, je ne suis pas résident fiscal français. Ben non, parce qu'on a des décisions de jurisprudence. Alors, pas importantes, mais on a des décisions de jurisprudence où les personnes avaient passé 4-5 mois en France, on a considéré qu'ils étaient résidents fiscaux français. Et puis surtout, parce que quand vous lisez le texte, alors je prends cet exemple, mais vous pouvez lire le Code général des impôts dans son article 4b ou les autres conventions signées par la France. Pour moi, on n'a que 3 conventions sur à peu près 170 signées par la France où on fait mention d'une durée de séjour précise. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et puis le dernier élément qui est pour moi le principal, c'est le centre des intérêts économiques. Alors aujourd'hui, on a 2 analyses possibles. Est-ce qu'on tient compte uniquement des revenus? C'est plutôt l'analyse que j'ai l'habitude de faire dans un premier temps. Ou est-ce qu'on tient compte des revenus DU patrimoine? La première analyse, c'est d'abord des revenus. Donc, avec ces éléments-là, la France va dire vous êtes résident fiscaux français ou résident fiscaux israéliens. Maintenant, vous allez me dire oui, mais comment l'administration va nous repérer? Alors, 100% des dossiers qui me posent problème viennent aujourd'hui de la déclaration des comptes bancaires et notamment de l'échange de données bancaires automatiques mis en place au sein de l'OCDE ou à la demande de l'OCDE. Pourquoi? Parce que les banques israéliennes, même lorsque j'ai quelquefois des personnes qui sont en France, qui sont en Israël depuis 4, 5, 6 ans ou 7 ans, j'ai beau avoir posé la question X fois à mes clients, on m'a toujours dit oui, il n'y a pas de problème pour mon banquier, je suis israélien. Maintenant, le banquier, il a décidé de déclarer que vous étiez résident étranger ou touriste. Et donc, derrière, on a un courrier d'information et c'est très, très compliqué de revenir en arrière et d'expliquer que, ah ben non, moi, mon client, il vit depuis 5 ans en Israël. Et moi, j'ai un dossier aujourd'hui où mon client n'est pas venu depuis 5 ans en France et l'administration, dans le cadre de l'analyse des comptes bancaires, puisque si j'indique qu'ils sont résidents fiscaux israéliens, la France ne peut plus regarder les comptes bancaires. Ils disent, ben non, nous, on considère qu'ils sont résidents fiscaux français et on les taxe. Et en plus, comme ils ne veulent pas déclarer en France, on met des pénalités de 40% de mauvaise foi. Donc ça, le premier repère, ce sont les comptes bancaires. Alors, l'échange de données bancaires. L'autre élément qu'on voit souvent, c'est la taxe d'habitation. Parce que moi, je pense plutôt dans le cas présent aux familles qui sont parties de France et dont le mari fait des allers-retours. Typiquement, ils se font domicilier chez les parents ou chez un frère ou chez une sœur. Et la taxe d'habitation va augmenter. Donc, de manière naïve, la personne qui héberge son frère, sa sœur, toute la famille, va aller voir les impôts. Et naïvement, elle dit bah non, moi, ils sont chez moi, mais en réalité, ils vivent en Israël. Alors, ils vivent en Israël ou ailleurs. Dans notre cas, c'est Israël. Donc, deuxième repère où effectivement, derrière, on a des conséquences un peu catastrophiques. Et puis, ce qui n'a pas été indiqué ici, mais qu'on voit quand même, on commence à percevoir, il y a 2 choses. Sur des gros dossiers, donc il faut avoir un certain patrimoine, l'administration fiscale française va interroger Amadeus.
Alors, Amadeus, c'est le nom du logiciel phare au niveau mondial qui répertorie quasiment 99% des réservations de billets d'avion. Et donc, il se trouve que c'est un groupement français et l'administration fiscale a à présent un bureau en permanence dans cette entreprise et elle va, puisqu'elle a un droit de communication, elle a le droit de le faire, elle va interroger en donnant votre nom. Alors, on le voit honnêtement sur des dossiers plutôt particuliers. Ce qu'on voit par contre, c'est des remontées d'informations TRACFIN faites par les banques sur une utilisation de cartes bancaires à l'étranger. Alors, j'étais moi-même surpris, de manière extrêmement importante. Parce que souvent, quand vous allez en Israël, vous avez toujours le réflexe d'utiliser votre carte bancaire française en vous disant que ça coûtera moins cher que de faire un virement interbancaire entre la France et Israël. Et ça fait aussi partie des façons de se faire repérer. Attention, ce n'est pas parce que vous vous faites repérer que fiscalement, il y a des incidences négatives, mais ça va créer quand même un point de friction qui peut poser des difficultés. Et les incidences derrière, imposition en France sur les revenus de source française. Alors, on le voit notamment sur ceux qui travaillent beaucoup entre la France et Israël et dont la famille vit en Israël. S'ils demeurent résidents fiscaux français, ils vont bénéficier, grâce au quotient familial, grâce à des réductions, des déductions d'impôts, d'un impôt plutôt bas. Si maintenant la même somme est déclarée en qualité de non-résident, comme le quotient familial, le nombre d'enfants ne compte pas, les réductions et les déductions d'impôts ne comptent pas, on va avoir immédiatement un impôt qui augmente considérablement. Et là, effectivement, moi, je vois un certain nombre de couples et je suis fréquemment interrogé sur des personnes qui partent et qui disent « Bon, comme je travaille en France, oui, mais eux, pour le coup, on a un sujet, c'est que l'administration fiscale française peut considérer qu'ils sont résidents fiscaux israéliens. Alors, il faut bien comprendre que l'administration fiscale française est très opportuniste en fonction des dossiers. Pour les retraités, elle va souvent dire qu'ils sont considérés comme résidents fiscaux français pour pouvoir taxer les revenus. Et puis, lorsqu'on a des personnes qui vivent en famille à l'étranger, ils vont dire « bah non, vous vivez en famille, vous avez un seul foyer d'habitation, donc on va s'arrêter à ce critère-là. Vous êtes résident fiscaux israélien, donc non résident, on vous taxe de manière plus élevée. » Donc voilà, après, les incidences, ce sont les incidences pratiques de la double déclaration l'année du départ, puisqu'il faudra souscrire du 1er janvier à la date de départ une déclaration 2042 et de la date de départ au 31 décembre, une déclaration 2042 NR comme non-résident qui ne tiendra compte que des revenus de sources étrangères. Bien évidemment, et ça fait partie des aspects, on a des personnes qui partent parce qu'ils sont pressés de partir, ils n'ont pas encore vendu leur résidence principale. Puis ils la vendent une année, 2 années après. Moi, j'ai un litige sur ça où l'administration dit « mais vous étiez résident fiscaux israélien, vous avez vendu votre résidence en disant quelle était votre résidence principale, ce qui était faux puisque vous étiez déjà en Israël, donc vous perdez l'abattement résidence principale. » Donc, attention, la fiscalité de la résidence principale entre la France et Israël, c'est assez sévère parce que Israël n'a pas signé avec la France une convention en matière d'assistance internationale, du moins de recouvrement. Elle en a signé uniquement en matière d'assistance fraude fiscale. Et donc, le jour où vous posez le pied en Israël et vous indiquez que vous êtes non résident, vous perdez l'abattement résidence principale. Alors, c'est neutre si vous détenez votre résidence principale depuis 30 ans, parce que vous aurez de toute façon l'exonération en régime normal, mais si vous avez une résidence principale que vous avez acquis depuis 10 ans avec une plus-value de 20-30%, la situation est quand même très, très différente. Et concernant les placements financiers, même chose, quand on regarde la notion de centre des intérêts économiques, moins on a de placements financiers en France, moins vous aurez de soucis avec la France. Donc voilà sur cette première partie où mon sujet concernait, au travers ces 2 questions, la notion de la résidence fiscale,
la France est opportuniste et pensez pas que parce que vous vous trouvez à 4500 km de la France, qu'ils vont vous oublier. L'informatique a cette vertu, c'est que on retombe automatiquement sur vous à un moment ou à un autre. Et attention, parce que les bases de données et les logiciels de l'administration sont de plus en plus efficaces. Là, on a encore, fin juillet, une nouvelle base de données qui vient d'être sortie et qui a été autorisée par la CNIL, où, pour une fois, elle croise toutes les informations de l'administration fiscale sur tous les impôts concernant les personnes physiques. Et donc, on sait qu'on va avoir dans les 18 mois des retours en impôt sur le revenu et surtout en impôt sur la fortune. Deuxième point que je voulais vous présenter, ça concerne les retraites, la sécurité sociale et les retraites. Donc, grande question. Alors, je vais être honnête avec vous, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui décident de faire leur alia. Je crois que j'ai 100% de mes clients qui partent à l'étranger qui me posent cette question. Est-ce que je bénéficie toujours de la sécurité sociale? Donc, réponse claire, pour bénéficier de la sécurité sociale, alors indépendamment des rémunérations, hein, mais il faut être résident fiscaux français ou, si on est non-résident, être retraité et avoir cotisé au moins 15 années en France. Sorti de là, à l'exception de quelques cas, vous ne pourrez pas bénéficier de la sécurité sociale française. Et donc, généralement, vous allez être obligé de souscrire une sécu privée. Et la sécu privée s'appelle la CFE, Centre des Français de l'étranger, qui gère de manière privée les remboursements. Important. Alors, pourquoi je fais un lien sur les retraites? Parce que vous allez voir que cette disposition concernant les retraités, et notamment les 15 années, date de 2020. Avant, on peut dire qu'on devait quasiment avoir, à ma connaissance, 100% des personnes qui trichaient, puisque lorsqu'ils se faisaient traiter en France, ils indiquaient un domicile ou une adresse française, et donc ils bénéficiaient d'un remboursement. Là, il faut revenir à un élément, c'est ce qui a changé en 2019, c'est le prélèvement à la source. Alors, on va juste rappeler quand même les principes d'imposition dans la convention fiscale entre la France et Israël, c'est que les retraites privées sont non imposables en France, tandis que les retraites publiques sont imposables en France. Et donc, vous avez un mécanisme de retenue à la source. Alors, la retenue à la source, c'est comme le prélèvement à la source, sauf que ça concerne les non-résidents avec des taux différents. Donc, il faut faire attention, vous allez passer de l'un à l'autre. Et la problématique qu'on voit, c'est une problématique pratique qui pose des difficultés quand même interminables, c'est que, on va dire généralement, dans la grande majorité, nous, on doit avoir 80% de nos clients qui bénéficient de retraites privées. Attention, les retraites publiques, ce ne sont pas uniquement les fonctionnaires, c'est aussi les médecins qui ont eu de l'internat ou qui ont passé plus ou moins de temps à l'hôpital. Donc, il y a une notion quand même un peu large. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où vous allez partir, vous êtes retraité, en droit, vous ne devriez plus déclarer et être imposé sur vos retraites. Sauf qu'au moment où vous partez, votre prélèvement à la source, il est appliqué par la caisse de retraite et la caisse de retraite va continuer à l'appliquer. Donc, il va falloir prévenir l'administration, les caisses de retraite, une par une, que vous êtes résident fiscaux israélien et donc que vous n'êtes pas redevable du prélèvement à la source. Alors après, c'est ça toute la joie des administrations françaises, et les caisses de retraite, pour le coup, sont très compliquées à gérer. Vous avez des réponses différentes. C'est-à-dire que Agir Carco, ça se passe plutôt bien. Alors nous, on gère tout type de personnes, hein, mais la CNBF pour les avocats, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. La CNAVEC, compliqué. Et le pire chez nous, ce sont les caisses d'experts comptables. Parce que alors, eux, carrément, ils ont décidé de réécrire la loi
Donc, nous, on est passé à présent à de la procédure avec eux et ils ne comprennent même pas pourquoi on les assigne. Donc, on leur a expliqué qu'il fallait quand même regarder les textes. Pourquoi on a une problématique? Parce que la caisse de retraite fonctionne aujourd'hui, au regard du prélèvement à la source, comme un employeur. C'est elle qui est responsable du prélèvement de l'impôt. Donc, elle reçoit une info de l'administration fiscale et elle vous prélève. Et donc, c'est elle qui va décider si elle considère que vous êtes ou pas résident fiscaux israélien. Et le problème, c'est que si votre alia correspond à votre venue en Israël et au fait que vous informiez l'État français de votre départ, vous n'aurez jamais de preuves émanant de l'administration fiscale israélienne avant un délai d'1 an. Donc, nous, on a certains éléments qu'on a réussi à constituer pour nos clients, qu'on communique quasiment dans les 30 jours de leur départ, et puis on va échanger avec les caisses de retraite. Alors, en moyenne, ils mettent, pour régulariser ça, entre 6 et 9 mois. Et c'est uniquement au moment où la totalité des caisses de retraite considèrent que vous êtes résident fiscaux étrangers et cesse les prélèvements à la source, que vous pourrez demander à l'administration fiscale, par voie de réclamation, le remboursement des sommes indûment perçues. Et alors là, patatras, parce que l'administration fiscale, elle se prend le pied avec les déclarations d'impôts de l'année en cours. Et donc, nous, il nous arrive là, en ce moment, on a des clients qui récupèrent sans avoir de grosses retraites, mais comme ça a duré des fois 12 ou 15 mois, avec des 15 000, 20 000 euros qu'on attend en restitution. Donc, et la dernière couche, c'est que lorsque vous allez prévenir les caisses de retraite, elles vont prévenir la sécurité sociale qui va vous envoyer un document fantasmagorique où on vous demande de remplir 2 cases. Est-ce que vous êtes résident fiscaux étranger et est-ce que vous percevez la sécurité sociale du pays où vous résidez? Et en fonction de votre réponse, vous allez être balancé sur le nouveau régime des caisses de retraite, comme je disais, des retraités résidents étrangers. Donc, vous voyez qu'en partant d'une problématique de sécurité sociale et avec les retraites et la problématique du prélèvement à la source, on arrive quand même à un mécanisme compliqué. Honnêtement, nous, on n'a jamais de difficulté pour mettre en place un départ de France vers Israël. Par contre, sur les retraites, j'explique toujours à mes clients que je ne peux pas leur garantir le délai de gestion des dossiers. Là, récemment, au mois de septembre, on a une caisse de retraite qui nous a écrit pour nous dire on a bien reçu votre courrier, mais on est en train d'ouvrir le courrier du mois d'avril. Donc, on reviendra vers vous rapidement. Donc, ils ont une gestion des dossiers quand même très, très particulière. Donc, il faut faire attention. Donc, sur cet aspect-là, oui, sécurité sociale, dans certains cas. Et si vous partez en Israël et que vous faites des allers-retours en ayant une rémunération de source française, dites à votre employeur ou à votre expert comptable, si vous-même vous êtes dirigeant de la société, que vous êtes non-résident, parce que de toutes les manières, s'ils vous attrapent, ils vont regarder un moment la cohérence entre votre déclaration d'impôt de non-résident et vos déclarations classiques sur la société. Vous ne pouvez pas cotiser à la sécurité sociale si vous êtes non-résident et même si vous êtes dirigeant de société ou salarié. Donc, vous allez avoir des impositions, des charges sociales en moins, mais pour le coup, avec des prestations qui disparaîtront. Dernier élément, je voulais vous parler, et c'est une question qui revient souvent, est-ce que je dois faire un testament en Israël en arrivant? Alors, c'est un vrai sujet parce que sur les résidents fiscaux français qui détiennent des biens en Israël, je dois avoir à peu près, allez, 80% de mes clients qui me disent « mais moi, quand j'ai acheté, on m'a fait signer un testament en Israël ». Et je leur dis « c'est bien, vous avez compati, vous avez augmenté le chiffre d'affaires de votre avocat israélien, mais il ne sert à rien, votre testament ».
Pourquoi il ne sert à rien? Parce que, et c'est ce qu'on va regarder là, vous avez un règlement européen, et c'est aussi repris dans les principes du chapitre 7 de la loi sur les successions en Israël de 1965. Ce qui prime, avant tout, c'est le centre de vie du défunt, le lieu habituel de résidence. Donc, quand un Français achète un bien en Israël et qu'on lui fait faire signer un testament, il n'a strictement aucune valeur. Parce que la disposition n'est pas il n'est pas possible de faire autrement. Donc, on a un souci sur ce sujet-là, c'est que vous avez dépensé de l'argent pour rien. Maintenant, on a le deuxième cas, les personnes qui vont se trouver à faire leur aléa. Et la question est de dire, est-ce que je dois faire un testament? Alors, moi, je dis non seulement oui, mais en plus, c'est une exigence que j'ai vis-à-vis de mes clients. Je veux absolument que dans les 3 mois de leur arrivée en Israël, ils aient signé un testament. Alors, ils prennent soit leur avocat habituel et nous, on jette un coup d'œil, soit ils prennent un avocat qu'on peut leur conseiller en fonction du lieu où ils résident. Premier sujet, il faut absolument que ce testament soit rédigé en français et traduit en hébreu, et pas l'inverse. Décision de la Cour de cassation, nullité du testament. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le principe en Israël est quand même lié au fait que en France, vous ne pouvez pas déshériter un enfant, en Israël, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, pour peu que vous ayez des enfants résidents fiscaux français ou résidents fiscaux européens, il peut avoir un moment cette problématique. Alors pourquoi on fait un testament? Parce que vous allez avoir besoin d'opter pour la loi israélienne et de donc choisir le mécanisme de votre régime d'imposition. C'est quoi le mécanisme de votre régime d'imposition, de déclaration? C'est d'expliquer que si vous êtes en Israël, vous choisissez la loi israélienne et donc vous renoncez à la loi française. Et donc vous allez, si vous êtes un couple, faire un testament croisé, prévoir les dispositions concernant vos enfants en France et en Israël. Pour l'instant, je ne parle pas de fiscalité, mais je vais vous donner un exemple. Je me suis retrouvé chez un notaire il y a à peu près 1 an pour une de mes clientes qui était décédée, et j'étais donc avec sa fille. Elle a des biens en Israël, il restait un bien en France, et le notaire nous a dit « Ah, au fait, il faut que je vous dise, votre mère a fait un testament. » Alors, je ne sais pas si ma cliente avait conscience de l'existence ou ce qu'emportait le testament. Et donc, le notaire nous dit, ben, voilà, elle a fait un testament, donc vous avez l'obligation de faire une déclaration en France sur la totalité de vos biens mondiaux. Et puis, je vais vérifier si ça s'applique bien. Et puis après, en fiscalité, vous ne paierez que sur les biens français, mais vous avez quand même déclaré en France tout ce qui se passe. Alors, il avait en plus, parce que c'est un notaire un peu opportuniste, il avait même mis dans le testament que la succession ne pouvait être gérée que par son étude, ce qui lui permettait de boucler la boucle. Donc, non, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous vivez en Israël que vous ne pouvez pas avoir des obligations en droit civil en France. Et moi, je souhaite l'éviter aussi pour des raisons fiscales. Donc, bien regarder ce qu'on fait, un testament est indispensable. Alors, je vais être honnête, quand j'ai écrit cette phrase, c'était un peu une boutade, parce que mes clients parlent très peu du testament. Ils ne pensent jamais à ça. Ils ne pensent jamais à ça, sauf que, comme au cabinet, on doit faire des départs de France depuis quasiment 25 ans, il se trouve que notre clientèle est amenée à vieillir et qu'on voit, nous, les sujets de succession quand même depuis un certain temps. Donc, c'est une question pratique importante. Alors, il m'arrive aussi de dire à mes clients, on ne va pas faire de testament où on demande l'application de la loi française. Donc, il n'y a pas une évidence, un caractère automatique, mais il faut se poser la question et généralement, on arrive à la conclusion d'un testament français. Encore une fois, on parle du droit civil. Donc, le droit civil, c'est quoi?
c'est de dire, on est marié, qu'est-ce qui va se passer si le conjoint, un des conjoints décède? Que va récupérer le conjoint survivant? Parce que vous avez souvent en tête, je suis marié sous le régime de la communauté, je suis marié sous le régime de la séparation. Mais non, c'est pas ça ce qui va se passer en Israël. Donc, pour vous protéger, il faut envisager des solutions pour... alors, même jeunes, hein, nous, on exige ce sujet, on soulève ce sujet du testament, pas uniquement vis-à-vis de nos clients retraités. On le fait aussi vis-à-vis de nos clients. Dès qu'une personne part à l'étranger, on a ce souci. Puis après, on a surtout, ce que je vous indique ici, une problématique fiscale. Parce que sur la problématique fiscale, on va voir que la fiscalité française peut être applicable dans des cas où vous n'en avez peut-être pas conscience. Je prends un exemple. Vous partez en Israël avec vos enfants, vous êtes tous résidents fiscaux israéliens. Puis, il vous reste 1 ou 2 biens en France. Souvent, les clients arrivent et me disent, de toute façon, moi, il n'y a pas de droit de succession en Israël, donc c'est pas grave, mes enfants, ils vont récupérer. Je leur dis, ben non. Mais non, parce que vous avez le Code général des impôts avec l'article 750 et suivant, les articles 750 et suivants qui s'appliquent. Dans la mesure où la convention fiscale entre la France et Israël ne concerne pas les donations et les successions, on va appliquer le droit français. Donc, si un bien est en France, on aura une succession française qui devra s'ouvrir. Au même titre, alors, je sais que plus on vieillit, plus on est précautionneux. Donc, il m'arrive d'apprendre que mes clients ont beau partir en Israël et avoir mis tout leur placement, ils m'ont quand même laissé 200 000 € en France sur un compte bancaire qui dort sans aucune utilité, en se disant au cas où. Alors, je leur explique que c'est bien au cas où, mais si vous arrive quelque chose, le compte bancaire, il rentre plein pot dans une succession. Donc, bien faire attention à ce qu'on conserve en France. Et pourquoi il y a une confusion, notamment sur les comptes bancaires? Je prends l'exemple, vous avez un compte titre en France. Bon. Alors moi, comme Stéphane Teboul qui intervient sur Experalia, on a l'habitude de déconseiller à nos clients. Et on préconise souvent de transférer vos placements au Luxembourg. Mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez un petit compte, vous avez des titres de société, vous avez des dividendes, des plus-values. Comme vous êtes non-résident, vous n'allez pas avoir d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les plus-values, sur les titres de ces sociétés. Donc, dans votre déclaration d'impôt, nous, quand on fait les déclarations d'impôt des non-résidents vivant en Israël, ce qui est déclaré par les banques, on va mettre 0. Donc, le réflexe, c'est de se dire, super, j'ai pas d'impôt. Sauf que si une succession s'ouvre, ce placement français devient imposable en France. Ce qui n'est pas le cas si ce placement est au Luxembourg. Donc, il faut faire très attention. On a des raisonnements différents selon les impôts. Et il faut bien avoir conscience que la fiscalité, c'est un puzzle où il va falloir faire attention à toutes les situations possibles, envisageables. Vous voyez, sur un simple compte titre, alors que pendant 20 ans, vous n'avez pas payé d'impôt, dites, tiens, j'ai payé de l'impôt sur ma succession, alors que ça ne rentrerait même pas aujourd'hui dans de l'impôt sur la fortune. Et mes clients me disent, non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi un compte bancaire? Ben oui, mais votre compte bancaire, au regard de la jurisprudence française, doit être déclaré et rentre dans une succession. Et puis en plus, vous allez avoir une difficulté, nous, qu'on voit, c'est que votre banque, quand elle sait qu'une succession est ouverte, eh ben, que ce soit 10 000, 100 000 €, elle va le bloquer. Tant qu'elle n'aura pas le quitus, le document de l'administration fiscale disant que la succession est réglée, elle ne libérera pas les fonds. Donc voilà, sur les éléments pratiques et les questions que je voulais aborder. Je ne sais pas, Rachel, s'il y a des questions. Oui, il y a une question. Bon, je vais juste la poser parce que je sais Ah que oui, je mais peux je la déjà... vois. Je la vois. Alors, elle est amusante parce que Oui, elle est amusante.
ce type de questions, je le vois. Alors, il y a deux questions. C'est Alex qui, a priori, c'est un peu détendu. Alors, Alex, la première question, c'est est-ce que le fisc peut nous géolocaliser avec le téléphone et s'en servir pour déterminer si on est ou pas expatrié? Est-ce vrai? Alors, on va sortir du film de James Bond. Ils n'ont pas besoin de vous géolocaliser, en réalité. Il suffit tout simplement qu'ils demandent à SFR, à Bouygues, si vous avez un téléphone français, de connaître d'où vous avez émis vos appels. C'est aussi simple que ça. Alors, oui, ils l'utilisent. Dans la résidence, sur la notion de résidence fiscale, pendant longtemps, l'administration fiscale a utilisé le compteur électrique. Alors, on s'est battu. Je peux vous dire que les fiscalistes sont quasiment les plus grands spécialistes de compteurs électriques de France. Parce que moi, j'ai gagné des litiges parce que certains inspecteurs pensaient que quelques watts suffisaient pour considérer qu'il y avait une résidence fiscale en France. Et donc, on est rentré dans des débats sans fin. Sauf que il y a un piège maintenant, on a le compteur Linky, et Linky, il a un avantage, c'est qu'il vous donne votre consommation en instantané. Avant, l'administration fiscale avait une consommation mensuelle. Maintenant, elle peut quasiment savoir quelle est l'occupation tous les jours du bien. Donc, oui, il l'utilise. Parmi les mouchards, si on devait parler de mouchards, il y a le téléphone et la carte bancaire. Donc, si vous ne voulez pas être vu, mais bon, aujourd'hui, honnêtement, ça se réduit, hein, parce que vous êtes tellement suivi. Moi j'ai un dossier où ils ont trouvé mon client grâce à Facebook. Hein. Donc, alors, il n'était pas en Israël. Mais voilà, aujourd'hui, tout est utilisé, tout est permis pour l'administration fiscale. Donc ça, c'est un élément. Et puis, on me dit quoi, Alex? Ils me disent, peut-on changer plusieurs fois par an de résidence fiscale? Si on fait son aléa 3 mois, on revient 3 mois, on repart 3 mois, on fait 3 mois. Ouais, c'est fatigant ça par contre. Hein. Alors moi, j'ai eu le cas. Moi, j'ai eu le cas parce que j'ai eu le cas d'une personne où on organise quasiment pendant un an son départ de France. Et puis, il devait partir, je me souviens très bien, fin juillet. Et il part fin juillet. Donc, nous informons l'administration fiscale de son départ de France. Et puis, au mois de septembre, il vient me voir, il me fait « Non, mais mon épouse n'a pas supporté, donc on est revenu. » Non, mais ce qui est écrit, ce qui est un peu une forme de boutade, non, ça n'existe pas. Mes clients me posent souvent la question, ils me disent « Mais quand on part, on peut revenir quand ?» Il y a deux réponses. Hein. Soit vous n'avez rien à vous reprocher et vous pouvez revenir l'année d'après, ou même la même année. Soit vous avez des sujets liés à des comptes bancaires, liés à un patrimoine, et la prescription, elle est de 10 ans, donc vous aurez compris combien de temps il faut rester. Donc, ça n'existe pas de… La résidence fiscale, l'administration, j'explique souvent à mes clients, elle ne va pas venir vous voir 2 mois, 3 mois avant votre départ de France. D'abord, elle va en avoir connaissance qu'au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu de l'année de départ de France. Donc, c'est simple. Vous partez, par exemple, le 1er octobre 2022, le centre des non-résidents, vous allez être attaché à compter de août 2023. Et puis, votre dossier, il peut ressortir à un moment ou à un autre, mais je pense qu'il ne ressort pas au moins avant 1 ou 2 années. Et en plus, s'il ressort, c'est qu'eux, ils ont analysé qu'il y avait des raisons qui ressortent. Les raisons, c'est une forte plus-value qui ne va pas être déclarée en France ou sous un régime de faveur, des dividendes très importants. Donc, autant de marqueurs qui font que l'administration fiscale va s'intéresser à vous. Donc, non, on ne peut pas, comme ça, changer de résidence. Et sur le fait de créer une entreprise à l'étranger, il y a un grand principe en fiscalité internationale, c'est la réalité économique. Parce que quand vous posez la question de dire « mais j'ai une entreprise digitale, je la mets aux États-Unis », alors je vais continuer le raisonnement, hein, parce que j'ai des clients qui font ça, au Delaware, je leur dis « moi ça ne me gêne pas, hein, mais ça va être compliqué vis-à-vis de la France pour sortir l'argent ». Pourquoi? Parce que je pose une question à mes clients, je leur dis « pourquoi vous m'avez mis cette boîte aux États-Unis alors que
vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de salarié, vous n'y allez jamais. Ils me répondent non, pour des raisons fiscales. Et je leur dis, bah, votre raisonnement, c'est tout simplement la définition de la fraude fiscale. Et souvent, les dossiers se terminent comme ça. Donc, quand on a une société dans un pays, on l'a pour une raison économique. Vous pouvez l'avoir aux États-Unis, mais vous allez avoir un bureau, des salariés et quelque chose. Et la notion de purement digital, l'administration fiscale ne connaît pas. Alors, un foyer d'habitation, c'est un foyer où on peut y dormir. Je sais que certains ont une notion un peu large, mais le parking ne fonctionne pas. À aucun moment, on ne peut utiliser le parking en expliquant que vous êtes résidents fiscaux français. Alors, dernier point, c'est Dominique qui pose la question de savoir mais quels sont les documents qui prouvent la résidence fiscale? Alors, il y en a beaucoup et à la fois pas beaucoup. Parce que le véritable sésame, c'est une attestation de résidence fiscale israélienne. Sauf qu'aujourd'hui, la France, si elle a suffisamment d'éléments, elle va vous dire « ouais, mais moi je m'en moque parce qu'au regard de la Convention, on considère que vous êtes résident fiscaux français. » Donc, la meilleure protection, c'est de remplir les conditions posées par l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et Israël. Et puis après, on va avoir un certain nombre de documents qui viennent soit du consulat, soit en France du centre des non-résidents. Voilà, c'est du factuel et chaque cas peut être différent. Et on analyse encore une fois pas de la même manière selon que ce soit retraité ou en activité, ou même malade. Par exemple, moi, j'ai typiquement 1 ou 2 clients par an qui a de gros problématiques de santé et ils sont obligés de rester 7, 8 mois, 9 mois en France. On sait qu'il y a de la jurisprudence qui permet de dire c'est pas parce que j'ai l'obligation de rester en France à cause d'une maladie que je deviens immédiatement résident fiscal français. Et je vous rapprocherai de ça des dispositions qui avaient été prises pendant le Covid et qui permettaient de dire que si on est bloqué en raison du Covid, ce n'est pas pour autant qu'on devient automatiquement résident fiscal français.